Tous, je l'avais promis dans le dernier épisode de la Gazette Libre que je ferai une vidéo évidemment explicative, plus ou moins autour d'une sorte d'enquête en ce qui concerne le cas Ermolaev, puisque on va parler donc de cette affaire qui est assez étonnante quand même et assez révélatrice en même temps. Il y a pas mal de choses, une affaire qui normalement devrait faire selon moi beaucoup plus de bruit. Enfin, je trouve qu'on en parle pas vraiment assez, enfin du moins on la survole, mais on va pas vraiment faire un gros travail d'enquête pour regarder ce qui se cache en dessous. Parce que j'ai l'impression qu'on parle de ça comme si c'était un simple fait divers, alors que ça n'a absolument rien d'un simple fait divers. On parle quand même d'une explosion à Monaco avec un colis piégé qui concerne un oligarque ukrainien. On parle d'un homme qui a été sanctionné par Kiev. Il y a des liens évidemment intrinsèques avec l'argent et probablement entourant tout ce qui se passe en termes de corruption, dans un contexte de guerre avec des passeports étrangers, des réseaux probablement criminels. On a l'idée même de call center frauduleux en lien avec la Crimée. Il y a un délire avec Monaco, avec Chypre, et peut-être évidemment au conditionnel de lutte interne dans le pouvoir ukrainien. Et donc on va poser les choses proprement. Alors évidemment, dès le début, je vais annoncer la couleur, je vais pas vous dire je sais qui a fait le coup, je n'en sais absolument rien. Mais ce qu'on peut faire, c'est reprendre les éléments connus, les mettre dans l'ordre, et comme un puzzle, de les mettre bout à bout pour que ça forme quelque chose. Et regarder finalement ce que cette affaire raconte du monde réel. Pas le monde des communiqués officiels, des petits drapeaux sur des plateaux télé, mais le monde réel. Donc celui des oligarques, des services, des sociétés écrans, des juridictions de complaisance, de l'argent gris, et des règlements de compte un peu à la même manière qu'en ce qui concerne l'affaire Epstein finalement. Parce que dans ce monde-là, une bombe à Monaco, c'est jamais juste qu'une bombe à Monaco, quoi. Ça va évidemment beaucoup plus au-delà de ça. C'est pas aussi simple. On va parler des faits d'abord. On va toujours parler des faits en premier, puisque nous avons à Monaco un engin explosif qui a été déposé près de l'entrée d'un immeuble résidentiel. Et l'explosion a visiblement visé un groupe, du moins c'était assez ciblé. Et parmi ce groupe, il y avait Vadim Ermolaev, qui est un homme d'affaires ukrainien, résident monégasque, un citoyen chypriote et personnage connu dans plusieurs dossiers sensibles ukrainiens. Donc évidemment, on est en droit de se demander si cette explosion ne ressemble pas à un acte, comment dirais-je, du moins, il n'y a rien qui laisse à penser que c'est un acte improvisé. On pense tout de suite à quelque chose qui a été préparé, calculé, organisé. On parle quand même d'un dispositif qui a été déclenché à distance. On parle d'une cible qui a visiblement été attendue, parce que évidemment ça a pété quand ils sont arrivés. Donc il y avait une bonne question de timing. On a une suspecte qui a été identifiée par Interpol, qui s'appelle Anastasia Berezovska, une Ukrainienne de 39 ans. Donc la suspecte a été identifiée. En tout cas, elle est toujours recherchée aujourd'hui, je crois, pour association criminelle, tentative de meurtre et pose d'engin d'explosifs en lieu public. Et donc, selon plusieurs éléments rapportés par plusieurs médias, elle aurait été déguisée. C'est pour ça qu'au départ, on pensait que c'était un homme. Elle aurait quitté Monaco vers la France et aurait poursuivi sa fuite à travers plusieurs pays européens. Il y a un véhicule de location aussi, pas mal d'éléments qui ont été saisis en Allemagne, et une enquête qui finalement désormais cherche à savoir si elle agit seule ou avec quelqu'un ou pour le compte de quelqu'un. Et déjà rien que ça pose une question, puisque une femme ukrainienne de 39 ans, elle se lève jamais le matin en se disant tiens, je vais aller à Monaco poser un engin explosif déclenché à distance contre un oligarque ukrainien sanctionné par Kiev, puis repartir tranquillement à travers l'Europe. Évidemment, vu comme ça, ce serait un peu tiré par les cheveux. Donc il y a forcément une logistique derrière avec l'idée d'une cible, d'une information, d'un mobile, et comme à chaque fois, un commanditaire ou des commanditaires. Alors, bien sûr, on ne sait pas encore qui, mais on peut déjà exclure une chose, c'est que c'est pas une petite embrouille de palier, ni même de voisinage. Et encore une fois, attention, puisque certes, la principale suspecte est ukrainienne,
Cela ne veut pas dire, évidemment, que c'est elle qui l'a faite et qu'elle l'a probablement. Et si c'est elle qui l'a fait, ce n'est pas forcément parce qu'elle est ukrainienne qu'elle a agi pour l'Ukraine. Encore une fois, des attaques sous fausse bannière, il en existe partout dans le monde, que ce soit au niveau des États et même au niveau des gens, puisque certains États ont déjà fait des attaques sous fausse bannière, notamment un petit pays qui est extrêmement connu pour ça, un petit pays du Proche-Orient, qui est en guerre depuis sa création en 1948, qui commence par un I et qui finit par AL, entre autres, pour ne citer qu'elle. Et d'ailleurs, on retrouve évidemment cette idée d'attaque sous fausse bannière en ce qui concerne l'assassinat du frère Kennedy en 1968. Robert, assassiné dans l'arrière-cuisine de l'Ambassador Hotel par visiblement un Palestinien qui n'a absolument plus aucun souvenir de ce qui s'est passé, du nom de Sirhan Sirhan, et qui depuis toujours dément et nie être celui qui a assassiné le frère de John Kennedy, Robert Kennedy. Je vous laisse évidemment imaginer quel petit pays, encore une fois, qui a l'habitude d'utiliser ce genre de technique. Voilà, donc je vous laisse imaginer quel petit pays avait tout intérêt à faire accuser un Palestinien. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc effectivement, les attaques sous fausse bannière, il y en a eu, donc c'est pas parce qu'elle est ukrainienne qu'elle agit pour le compte de l'Ukraine, ni comme Sirhan Sirhan l'a fait donc pour le compte de la Palestine, voilà, par exemple. Et donc maintenant, on est en droit de se demander justement qui est Ermolev. Là, c'est intéressant, parce que après avoir regardé vite fait les faits, la suspecte et survolé un petit peu le dossier, là, on va creuser davantage. Justement, qui est Ermolev? Alors, c'est pas le petit entrepreneur du coin, évidemment, vous le doutez bien. Si jamais il y a un truc comme ça en plein Monaco, c'est pas le petit gars qui a 3-4 magasins dans la Creuse. Donc c'est un homme d'affaires ukrainien qui est lié à Dnipro. Et là c'est intéressant parce que c'est une ville centrale dans l'Ukraine post-soviétique. Il est associé à ce qu'on appelle le groupe Aleph. Donc Aleph c'est quoi? C'est un conglomérat dans tout ce qui entoure l'immobilier. Ils ont des centres commerciaux, des actifs industriels, enfin il y a tout un espèce d'écosystème économique local en face dans ce conglomérat. Je sais qu'il y a une entité de ce conglomérat du groupe Aleph qui s'appelle Aleph Vino, Vino ou Vina, je sais plus. Enfin, qui est lié au vin, parce que finalement ils achètent pas mal de. Enfin, il y a un truc qui est lié à l'alcool, au spiritueux, au vin, etc. Donc commerce d'alcool. Et Dnipro, évidemment, c'est pas anodin, parce que dans l'Ukraine moderne, cette ville a toujours été une ville de puissance, où il y a quand même de l'industrie, de l'argent, des clans, des réseaux politiques, beaucoup d'oligarques, beaucoup. C'est à se demander si les grandes fortunes ukrainiennes ne poussent pas justement dans les pots de fleurs de Dnipro, parce que c'est quand même assez chargé, et le sol est assez particulier, d'où poussent ces fleurs, puisque c'est quand même l'ancien monde soviétique, où il y avait quand même pas mal de privatisations étranges, au travers d'arrangements, et puis des protections et de nombreux conflits d'intérêts, finalement. Donc quelque chose qui est lié à la corruption depuis de très très nombreuses années. Et Ermolev appartient à ce monde-là, à ce monde où l'argent, l'État, les réseaux et la violence économique sont mélangés. Il y a un détail également intéressant, c'est que Ermolev a renoncé à sa citoyenneté ukrainienne. Et il est devenu ensuite citoyen chypriote. C'est pas un détail administratif non plus, c'est une carte du monde. C'est-à-dire que il y a l'Ukraine pour les affaires, il y a Chypre pour le passeport, l'identité, il y a Monaco pour la résidence et il y a l'Europe pour la sécurité. Et quand ça explose, c'est à la police internationale de ramasser les morceaux. Et donc c'est ça en fait le monde des grandes puissances transnationales, c'est qu'elles ont plusieurs patries quand il s'agit de se protéger. Décidément j'ai du mal. Le citoyen, lui, par exemple, lambda, entre guillemets, qui n'est pas dans ce délire de réseau, d'élite
de clan, voire même de corruption, le citoyen ordinaire, lui, il en a qu'une de nationalité et de citoyenneté. Et quand il faut payer les impôts, subir l'inflation ou financer les guerres, il reste là, quoi. Il va pas ailleurs, quoi. Et donc, ça dépasse largement, évidemment, le simple fait divers. Là-dessus, vous rajoutez les sanctions ukrainiennes, puisque le cœur politique du dossier, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été sanctionné par l'Ukraine. Il n'a pas été sanctionné par la Russie, il n'a pas été sanctionné par les États-Unis, non, il a été sanctionné par Kiev. C'est-à-dire que l'État ukrainien l'a placé dans une liste de sanctions en raison d'accusations liées à des activités avec l'espace russe ou les territoires dits occupés, ou en ce qui concerne la Crimée, etc. Bon, lui, il a toujours contesté les accusations. Mais évidemment, on peut se demander forcément qu'est-ce qui se passe, parce que dans une Ukraine en guerre, être sanctionné par Kiev, c'est pas recevoir juste une petite contravention parce que la voiture est mal garée. C'est désigner et être désigné comme un acteur problématique, suspect, voire dangereux pour les intérêts nationaux ukrainiens. Et c'est à partir de là que l'explosion à Monaco devient immédiatement beaucoup plus grave quand on a connaissance de ça. Parce que si un oligarque ukrainien, exilé fiscalement et juridiquement, sanctionné par Kiev, accusé d'avoir entretenu des liens économiques avec des territoires sous contrôle russe, il est visé par une attaque de telle ampleur, là on a un minimum 4 pistes. Première piste, c'est un règlement de compte criminel. Deuxième piste, c'est une vengeance liée à la guerre et aux accusations de collaboration. Troisième piste, on a un conflit entre clans économiques ukrainiens. Quatrième piste, ce serait probablement une opération à dimension politique directement ou indirectement liée aux luttes internes ukrainiennes. Et on va entrer dans le dur. Parce qu'une des accusations autour de l'écosystème d'Ermolaev concerne la Crimée. On va faire un petit récapitulatif historique, puisqu'après 2014, la Crimée est annexée par la Russie. Et à partir de là, toute activité économique dans cette zone devient explosive. On ne parle plus seulement de commerce comme ce qui se passait avant, c'est de la politique. On parle de droit international, des sanctions, de collaboration économique avec l'ennemi, etc. On a des enquêtes journalistiques qui ont évoqué le cas de Villa Krim, une marque qui est liée au secteur de l'alcool et du vin, qui est rattachée à l'environnement économique de ce conglomérat dont je vous parlais tout à l'heure, et de cette filiale connectée à Aleph Vina, je crois. Attendez, je vais regarder pour être tout à fait sûr et pas dire de bêtises. Alors attendez, tac. Aleph. Non, c'est ça, c'est Aleph Vinal. Voilà. Et donc l'idée générale de ces enquêtes, c'est qu'après l'annexion de la Crimée, certaines activités auraient été maintenues ou réorganisées de manière à continuer à vendre des produits liés à cette zone, tout en jouant avec les structures juridiques et les étiquettes. Alors là, politiquement, évidemment, c'est très important, parce que pour Kiev, la Crimée, c'est pas un sujet secondaire du tout, hein. On le voit bien encore à l'heure actuelle, c'est un marqueur. Un marqueur de plein de choses, et si cet homme d'affaires ukrainien est accusé d'avoir continué à faire de l'argent autour de la Crimée dite occupée, il devient suspect, de facto. Et ensuite, cet homme est visé à Monaco. On peut au moins poser la question, est-ce que cette attaque est liée à ces accusations? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est une vengeance? Ou est-ce que c'est une manière de solder un dossier? Ou alors, est-ce que c'est une simple coïncidence dans un environnement assez chargé? Bon, voilà. Autre élément, on a Ermolaev qui est associé par certains médias à ce qu'on appelle le Monaco Bataillon. Et l'expression est assez intéressante puisque le Monaco Bataillon, ce sont tous ces riches ukrainiens qui vivent sur la côte d'Azur ou Monaco pendant que le pays est en guerre. Et donc pendant que l'homme ordinaire, lui, il peut être mobilisé, envoyé au front, blessé, mutilé, tué, et certaines élites vivent dans des appartements de luxe avec des passeports étrangers, des structures offshore et des résidences protégées. Et donc forcément, ça crée de la haine. Imaginez le soldat ukrainien dans la boue, dans une tranchée, qui regarde des photos de certains oligarques à Monaco.
Imaginez évidemment les familles qui voient leur fils partir au front pendant que les grandes fortunes ont déjà organisé leur sortie juridique et financière. Bon, évidemment, ça justifie pas ce genre d'acte, mais ça explique le climat, la façon dont je poserai les choses. Et donc finalement, Herbalife, il peut être détesté par plusieurs catégories de gens. Il peut être détesté très bien par des patriotes ukrainiens qui le considèrent comme un traître, par des réseaux russes si jamais il a peut-être trahi certains intérêts, je sais pas, par des partenaires économiques s'il a laissé des dettes, par des criminels s'il a touché à des affaires sales, par des services s'il détient des informations, ou alors par des clans politiques s'ils financent la mauvaise personne. Et donc c'est un peu ça le problème des oligarques finalement, c'est-à-dire qu'ils sont jamais simplement riches, ils sont au milieu de beaucoup trop de choses. On a également d'autres pistes, et une qui est ma foi assez intéressante, c'est la piste des call centers frauduleux, puisque Dnipro est également connu pour ça, puisque c'est l'une des villes dans lesquelles se trouve la plus grande partie d'escroqueries liées au call center. Et on a vu que Dnipro, c'est la ville où il y a justement toutes ces concentrations d'oligarques, dont vient Herbalife. Donc peut-être a-t-il un lien avec tout ça. Peut-être. On a plusieurs médias donc, qui ont évoqué cette connexion entre cette affaire Herbalife et les centres d'appel frauduleux basés à Dnipro. Et là, évidemment, quand on entend call center, etc., en général, c'est les gens qui vous harcèlent au téléphone pour vous vendre des produits, voilà, des abonnements téléphoniques, etc. Là, on est dans autre chose. On n'est pas dans le 01, le 05, le 03 qui vous appellent pour vous abonner à je sais pas trop quoi, là. Enfin bref. On parle de grosses plateformes d'escroquerie, avec des faux investissements, des faux brokers, de la fausse crypto-monnaie, des sites de trading absolument bidons, et des gens qu'on appelle au téléphone, qu'on manipule pour pousser à dépenser et déposer 500, 2000, 10 000, parfois même toutes leurs économies, etc. Et qui finissent par se barrer avec l'oseille. Dans le monde de la crypto, on a vu ça d'ores et déjà avant qu'il y ait ce bear market de 2021, parce qu'il y a un bull run énorme avant avril 2021. Depuis, ça n'a pas vraiment trop bougé. En tout cas, j'ai pas vu de bull run exceptionnel comme on a vu avant 2021, du moins avant le mois d'avril. Ça a quand même pas mal stagné. Et effectivement, on a eu quand même pas mal de shitcoins qui sont apparus, avec des types qui sont barrés du jour au lendemain avec la caisse. Cela a-t-il un lien avec l'univers de corruption de Dnipro ? Je pose la question. Voilà, je connecte ce que je sais, ce que j'ai vu à l'époque, parce que j'étais moi-même dans ces délires crypto à une période, et il y avait des choses que je trouvais assez particulières et assez bizarres. Donc maintenant que j'entends parler de call center à Dnipro, de crypto-monnaie, je sais pas, je fais le lien, quoi. Je fais le lien. Et donc voilà, c'est pas des petits call centers artisanaux, quoi. On n'est pas du tout dans l'artisanat. Il y a quand même des équipes avec des scripts, des sociétés écrans, des comptes bancaires. Donc on est quelque chose d'assez énorme, hein, parce que ce type d'industrie peut brasser des millions, des dizaines, des centaines de millions, voire peut-être même le milliard, je sais pas. Et quand on a autant d'argent qui circule dans le noir, dans des réseaux opaques, la violence n'est jamais très loin, quoi, parce que dans ce milieu, il y a toujours quelqu'un qui estime qui s'est fait voler par plus voleur que lui. Donc un partenaire, par exemple, qui n'a pas eu sa part, un investisseur escroqué qui a mal pris le fait d'être escroqué, un blanchisseur qui a été trahi, un réseau qui veut récupérer l'argent, un ancien associé qui connaît trop de choses et qui dit « donne-moi tant, sinon je balance telles infos ». Une victime peut-être qui a perdu sa vie financière, qui s'en est rendu compte et qui a voulu se venger. Un clan adverse, concurrent de cette crapulerie qui veut envoyer un message, voilà. Donc la piste évidemment des call centers, elle n'est pas anecdotique, elle est même probablement une des pistes les plus sérieuses, parce qu'il y a un mobile très simple derrière, c'est l'argent. C'est pas tellement l'idéologie, le drapeau, ni la géopolitique officielle, c'est l'argent. Et l'argent, on le sait, surtout dans ces milieux opaques, c'est le carburant de ces milieux. Voilà. Autre hypothèse, ça concernerait le fils d'Arthur, le fils d'Hermolaev, donc qui s'appelle Arthur, qui entretient des liens avec l'Estonie.
Donc peut-être que cette attaque ne visait pas Hermolaef en tant qu'Hermolaef, mais s'attaquait à Hermolaef en tant que père d'Arthur. Peut-être. Parce que son nom apparaît dans des dossiers de fraude internationale, notamment avec l'Estonie. Certains médias ont évoqué une condamnation, d'ailleurs, dans une affaire massive avec des montants considérables. Quand on sait aujourd'hui par quel pays passent les nombreux missiles ukrainiens pour attaquer Saint-Pétersbourg dans les dernières semaines, c'était les pays baltes, notamment la Lettonie et l'Estonie. Je vous laisse quelques secondes vous rappeler qui est Kaja Kallas, qui est la grande chef et la grande Manitou au niveau européen des affaires étrangères. Kaja Kallas est estonienne. Donc on a quelque chose en Europe qui est lié à l'Ukraine intrinsèquement par les pays baltes. Et là, on se rend compte que le fils d'Hermolaef, Arthur, a des liens avec l'Estonie. Est-ce que l'Estonie n'appuierait pas l'Ukraine dans l'unique but de cacher leur corruption, puisque l'Estonie pourrait, et notamment peut-être même d'autres pays baltes, faire partie de la corruption ukrainienne, ou du moins en lien avec cette dite corruption, peut-être. Et en général, dans ce genre de cas, il peut y avoir également ce que l'on appelle un business gris familial avec des prête-noms, des sociétés, des associés. Regardez, on a bien vu ça avec le fils de Joe Biden, Hunter Biden, et l'affaire Burisma en Ukraine. Voilà, il y a différents complexes familiaux. Et donc, probablement, voilà, c'est peut-être même Hermolaef en tant que famille qui a peut-être été attaqué, parce que déjà on sait qu'Hermolaef seul, c'est déjà très intéressant, mais quand vous rajoutez Dnipro, les sanctions, la Crimée, les call centers, Monaco, Chypre, plus son fils dans des affaires de fraude probables en lien avec l'Estonie, c'est plus un fait divers, c'est un dossier. Et on va s'intéresser désormais à la suspecte numéro 1, Anastasia Berezovska. C'est un profil qui pose beaucoup de questions. Déjà, on sait qu'elle est ukrainienne, qu'elle a 39 ans, elle est recherchée par Interpol, elle n'a toujours pas été arrêtée. Elle est suspectée d'avoir posé ou participé à la pose d'engins explosifs avec un déguisement probable et possible, puisque apparemment elle s'est déguisée en homme, voilà. Elle a fui depuis Monaco, elle est passée par plusieurs pays européens et aurait un lien avec l'Allemagne. Bon. La question est évidente, est-ce qu'elle est le cerveau ou seulement la petite main? Et donc à ce stade, il est difficile d'imaginer qu'elle ait tout fait toute seule, parce que c'est quand même assez énorme, c'est quand même assez organisé. Il faut connaître les habitudes de la cible, savoir à quelle heure il rentre, avec qui, à tel endroit il habite, ce qu'il fait de la journée. Il faut accéder au lieu, il faut préparer, il faut recevoir l'engin, il faut savoir quand le déclencher, il faut organiser sa fuite, il faut éviter les caméras, il faut savoir où aller. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même probablement un réseau et plusieurs possibilités. Elle a peut-être pu être recrutée par des criminels, elle a peut-être été payée, elle a peut-être été manipulée, elle a peut-être pu avoir voulu agir pour une vengeance personnelle, elle est peut-être liée à des milieux ukrainiens en exil, elle est peut-être finalement un simple maillon d'une chaîne dont elle connaît même pas toute la longueur, hein, comme certains mercenaires. Peut-être que elle a rempli un contrat sans vraiment savoir pour qui, pourquoi, qui est au-dessus, parce que l'exécutant n'est pas toujours celui qui connaît le mobile réel en général. C'est un peu comme les transporteurs, on lui demande de transporter, c'est tout juste s'il sait à peine qui lui demande, qui récupère, et ce qu'il y a vraiment dedans. Voilà. Et donc c'est souvent le même principe, on compartimente. C'est-à-dire que celui qui pose ne sait pas donc qui commande, et celui qui commande passe par un intermédiaire, l'intermédiaire utilise le réseau, et donc quand la police arrête quelqu'un, on a une main, mais c'est tout ce qu'on a, quoi. À la limite, j'ai envie de dire, on a une phalange, mais on n'a pas la tête, quoi. Et donc le premier scénario serait le règlement de compte criminel. C'est le plus simple et souvent le plus solide. Hermolaef ou son entourage aurait pu être lié directement ou indirectement à des affaires d'argent sale, de fraude, de call center, de blanchiment, de conflits économiques. Un clan aurait peut-être voulu récupérer de l'argent, le punir, le faire taire ou lui envoyer un message.
Et donc, dans ce scénario, cette attaque, c'est pas un assassinat politique, c'est plutôt une opération du milieu. Et ce qui colle avec plusieurs éléments d'ailleurs, puisque le contexte d'argent gris, la piste des call centers, l'entourage opaque, le mode opératoire, la logique de violence. Et encore une fois, il est important de rappeler que si j'utilise et je dis ce mot d'organisation criminelle organisée, ce n'est pas forcément un réseau seul. En général, on n'est jamais très loin de l'État en fait. Parce que des call centers frauduleux qui opèrent longtemps, des années, qui brassent beaucoup d'argent, qui ciblent des victimes dans plusieurs pays, c'est impossible que ça prospère sans protection, sans complaisance, sans corruption, sans fonctionnaires qui regardent ailleurs, sans banques qui ferment les yeux, sans sociétés qui blanchissent, voilà, ça n'existe pas. Donc même si la piste est criminelle, elle reste politique finalement au sens large, parce qu'elle parle d'un système. Deuxième scénario, c'est la piste ukrainienne interne, c'est-à-dire que Ermolev, il est déjà sanctionné par Kiev, on le sait. Il est accusé d'avoir eu des activités liées à l'espace russe ou à la Crimée, via Monaco, depuis et pendant que l'Ukraine est en guerre, et il appartient à une catégorie d'hommes qui concentre la colère, c'est-à-dire il est riche, il est exilé, protégé. Et donc dans ce scénario, l'attaque pourrait venir de gens qui le considèrent comme un traître. Alors, peut-être pas forcément l'État ukrainien officiellement, ça peut être des réseaux patriotiques, comme je l'ai dit, des vétérans, des militants, des personnes qui sont convaincues de faire justice. Et en temps de guerre, on sait, ce genre de choses arrive, hein. L'État officiel n'a pas toujours besoin d'apparaître, il peut y avoir des réseaux qui agissent dans son ombre, avec son silence, en utilisant le climat que l'État a créé. Ça peut être une hypothèse, elle existe, parce que finalement, en vrai, le profil d'Ermolev, il est plutôt... Ouais, il colle à ce type de si possible, un oligarque jugé suspect, car riche hors du pays, qui est lié à des accusations russes et qui vit dans le confort pendant que d'autres meurent sur le front. Voilà. Pourquoi pas. Troisième scénario, c'est la piste russe. C'est-à-dire qu'on l'oublie parfois parce que la victime est sanctionnée par Kiev et la suspecte est ukrainienne. Donc on se dit mécaniquement, ça vient forcément de l'Ukraine. J'ai envie de dire, attention, pas si vite. Parce que si Ermolev a vraiment eu des liens économiques avec des actifs en Crimée ou dans l'espace russe, il a pu avoir des conflits côté russe aussi. Parce que ça reste quand même des affaires post-soviétiques et c'est pas des clubs de lecture, quoi. Il y a des intérêts croisés avec pas mal de dettes, pas mal de protections, des gens dangereux, des anciens partenaires. Et la Russie est connue pour avoir eu une longue tradition d'opérations extérieures avec des messages envoyés aux exilés, aux anciens partenaires, aux traites supposées ou aux gens qui savent trop de choses. Donc la piste russe n'est pas absurde. Soit c'est vraiment, admettons, l'Ukraine qui a commandité, soit c'est la Russie qui, de la même manière que ce petit pays du Proche-Orient qui utilise ces techniques d'attentats sous fausse bannière et d'attaques sous fausse bannière pour accuser un peu tout le monde. Ça peut très bien être les Russes qui se disent, si on utilise une Ukrainienne pour viser un ancien Ukrainien qui est lui-même visé par l'État ukrainien, ça va rajouter de l'huile sur le feu et puis tout le monde va accuser l'Ukraine. C'est peut-être le cas. Je n'en sais rien. Mais je pense à ça parce que mine de rien, encore une fois, ça rappelle tout simplement ce qui s'est passé avec Robert Kennedy, le frère de John Kennedy en 1968, qui lui aussi, comme son frère, a été assassiné dans l'arrière-cuisine de l'ambassadeur hôtel de Los Angeles par un Palestinien qui s'appelle Sirhan Sirhan. En réalité, on sait aujourd'hui avec la balistique que c'est pas du tout lui qui a tiré parce qu'il était devant à 3 mètres et que le tireur était derrière Robert. Et on sait a priori, avec de grandes chances aujourd'hui au niveau de balistique, etc., que ça correspond à l'arme d'Eugène César, qui était un agent de sécurité qui avait été employé uniquement ce jour-là, parce qu'il faisait même pas partie de la sécurité du bâtiment, mais il avait été appelé pour suivre la sécurité du frère pile ce jour-là, et les coups viennent de l'arrière, et c'était le seul à avoir une arme de derrière.
Donc, selon les témoignages, la balistique, c'est pas Sirhan qui l'a tué. Et c'est pour cette raison que je me demande quel est ce pays qui avait tout intérêt à accuser un Palestinien d'avoir tué le frère d'un président américain. Je vous laisse imaginer ce petit pays qui existe depuis 1948 et qui est un adepte des attentats et des attaques sous fausse bannière comme en Égypte en 1954 face à Nasser. Entre autres, ou encore du USS Liberty, il y en a plein, des comme ça, on peut même parler, là, attention, je ne fais qu'une petite hypothèse, ne vous enflammez pas dans les commentaires, mais le World Trade Center, par exemple. Et donc, peut-être, finalement, que d'autres pays utilisent ces mêmes tactiques et techniques que ce petit pays, parce que je ne vois pas pourquoi ce petit pays serait le seul à utiliser ces techniques, ça a l'air de très bien fonctionner, puisque personne ne remet en cause John Kennedy, Robert Kennedy, ni même World Trade Center et compagnie, ou du moins ceux qui le font sont vite écartés et subissent une cabale. Donc oui, la piste russe n'est pas absurde non plus. Il peut y avoir des traîtres supposés, des gens qui savent autre chose. Elle peut être directe, indirecte, criminelle, hybride, parce qu'un réseau qui est lié à des intérêts russes, il peut vouloir lui aussi punir, récupérer, brouiller les pistes, surtout en période de guerre. Donc c'est un excellent moyen de créer la confusion, et donc finalement c'est le brouillard dans lequel les services ils adorent travailler, parce qu'on n'y comprend plus rien, et dès qu'on comprend plus rien, et ben ils peuvent faire tout et n'importe quoi, c'est le brouillard, quoi. Et puis, quatrième scénario, c'est la piste politique ukrainienne de haut niveau. Puisqu'on a des canaux qui affirment qu'Armolev aurait préparé une intervention ou une conférence sur la corruption ukrainienne, et qu'il aurait pu être proche, et même un soutien financier de Valery Zaloujny, qui est un ancien chef militaire, qui est assez populaire, et qui est présenté comme un des rivaux potentiels de Zelensky. Parce qu'il faut rappeler que Zelensky est toujours président de l'Ukraine, mais il ne devrait plus l'être, puisqu'il devait y avoir des élections. Mais comme il y a une guerre en Ukraine, eh bien, c'est le président en service qui reste président pendant toute la durée de la guerre. Et donc on peut se demander finalement, comme Zelensky touche pas mal d'aide, on a su récemment avec la corruption que pas mal de gens qui entourent Zelensky sont dans des corruptions, avec l'achat donc de voitures de luxe, des constructions de maisons, et il y a certainement autre chose, mais du moins c'est ce que l'on sait à peu près aujourd'hui, qui ne nous dit pas que Zelensky profite également de cette guerre pour justement, encore une fois, son confort doré, là aussi, qui vit de toutes les aides et qui prend du pognon de dingue. Et donc, c'est dangereux pour lui d'avoir des rivaux, parce que si la guerre se termine, il va falloir repasser par la case des élections, et je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir, encore une fois, profiter du trône. Et on a un type qui s'appelle Zaloujny, qui pourrait prendre sa place, finalement. C'est un peu la place du calife, quoi. On est vraiment dans le délire d'Is No Good, quoi. Et donc, pour l'instant, ça reste une rumeur, mais c'est assez crédible dans la logique. Parce que Zaloujny, ça reste quand même un personnage politique potentiel, il a un statut militaire, il est populaire, il a une certaine forme de légitimité selon pas mal de gens en période de guerre et dans tout ce qui entoure l'idée de guerre, et la guerre dure, la corruption reste un sujet majeur, et donc, on sait, je vous l'ai dit, l'alternative politique devient extrêmement dangereuse pour le pouvoir en place. Ne serait-ce que déjà, comme je l'ai dit, pour perdre sa place, mais en plus, si on perd sa place, qui vous dit que ceux qui vont prendre la vôtre ne vont pas être moins corrompus que vous, vont dénoncer toutes les exactions qui se sont produites pendant la période dorée. Et il y a un risque aussi que tout soit découvert. Et donc, dans ce type de système, les oligarques y comptent, parce qu'ils peuvent financer, médiatiser, tenir des dossiers, faire fuiter des trucs, et donc il peut devenir évidemment dangereux politiquement. Alors, il suffit qu'il ait de l'argent, des contacts et des informations. Donc quelque part, si Ermolev, et je dis bien si Ermolev avait un rôle dans des réseaux d'opposition, dans des révélations embarrassantes sur la corruption ukrainienne, son profil change complètement. Dans ce cas-là, il serait plus seulement un homme d'affaires sulfureux visé par des criminels, mais il deviendrait de facto
un acteur potentiel dans une guerre de clans au sommet. Et donc le vrai sujet, encore une fois, c'est l'État profond, comme d'habitude, on en a déjà parlé dans l'affaire Epstein. Et quand on dit État profond, beaucoup de gens se moquent en se disant « Ah là là, tu crois vraiment à des types qui se réunissent, machin ?» Je ne suis pas dans le délire de gars qui sont avec des capuches dans des caves, avec des symboles occultes, des réunions secrètes. Il doit y en avoir, évidemment, mais notamment dans certaines branches de la franc-maçonnerie. Ça, c'est vu. Mais je veux dire, quand on parle d'Hermolef et tout ça, moi je ne vois absolument pas ce délire religieux, occultiste. Je vois plutôt des types qui ont des intérêts financiers, industriels, militaires, qui sont prêts à tout pour l'argent, quoi. Et donc voilà, il faut savoir que l'état profond, c'est pas forcément mystique. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi très froid. Ça peut être un ensemble de structures comme des services de renseignement, des bureaucraties, des magistratures, des banques, des cabinets d'avocats, des sous-traitants, voilà. Et évidemment, dans les pays post-soviétiques, cette zone est encore plus visible parce que l'État, le crime, les affaires, elles n'ont jamais été parfaitement séparées, parce qu'après l'effondrement de l'URSS, on a des actifs gigantesques qui ont changé de main. On a des gens qui sont devenus milliardaires extrêmement vite. Alors certains grâce à leur intelligence, mais d'autres grâce à leurs relations, et souvent les deux d'ailleurs. Et donc le résultat, c'est qu'est née une classe d'hommes qui ne sont ni simplement entrepreneurs, ni simplement criminels, ni simplement politiques, mais ils sont entre les trois, ou pour certains, les trois. Les trois. Et Hermolef, il appartient à cet univers-là. Et donc l'attaque à Monaco, ça ressemble à une fissure dans le décor, quoi. Parce que les résidences sont belles, derrière les passeports, on a quand même des accusations, dans les sociétés, il y a de la fraude. Et donc c'est ce que j'appelle occulte ici, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est caché sous la couche morale du récit officiel. Et on peut parler évidemment de tout ça dans une lecture ANCAP, parce que certains diront « Ah, bah voilà, c'est le résultat du capitalisme ». Sauf que c'est pas le capitalisme, c'est le résultat de la connivence, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas le marché libre, c'est le capitalisme de connivence, c'est le capitalisme d'État avec les privatisations truquées, les protections politiques, les passeports dorés, les sanctions, les banques complices, les sociétés écrans, les subventions de guerre, les arrangements. Le marché libre, c'est pas ça. Le marché libre, c'est la propriété, le contrat, la responsabilité, la concurrence et la réparation. Là, on parle d'un monde où les fortunes se construisent dans l'ombre des États, se cachent derrière d'autres États et sont rattrapées par la violence venue de différents réseaux que personne ne veut vraiment nommer. Et donc, c'est une forme de féodalité moderne. Les puissants, avant, ils avaient des châteaux, aujourd'hui, ils ont des holdings. Avant, ils avaient des armées privées, aujourd'hui, ils ont des sociétés de sécurité, des avocats, des passeports, des comptes, des relais dans différents services. Et le peuple, finalement, lui, il paye, quoi. Il paye les impôts, il paye l'inflation, l'aide militaire, les sanctions, l'énergie plus chère, la morale des plateaux télé. Et pendant ce temps, on a tous ces oligarques qui circulent. Russie, Ukraine, Chypre, Monaco, Londres, Dubaï, voilà. Ils traversent des hôtels comme on traverse ils traversent des États, pardon. Comme nous, on pourrait probablement traverser un hall d'hôtel. Et donc c'est pourquoi ces affaires, et cette affaire est importante, parce qu'elle montre finalement la frontière, et les frontières très dures, entre les gens, quoi. Entre les élites et ceux qui sont opprimés en bas, entre la caste et les individus lambda, quoi. Donc bon, voilà quoi, il y a ces 4 hypothèses finales, donc si on résume. Première, c'est un règlement de compte criminel. La piste la plus solide à ce stade, qui mêle call center, fraude, argent sale, avec l'idée d'attaque en forme de message de la part du milieu, bon, peut-être. La deuxième, peut-être une vengeance ukrainienne aux accusations de collaboration, puisqu'Hermolef, on le sait, a été sanctionné par Kiev, accusé autour de la Crimée et de l'espace russe, et donc devient peut-être une cible pour des gens qui le voient comme un traître. Pourquoi pas. Troisième serait la piste russe ou post-soviétique, avec des réseaux russes ou liés à l'espace russe qui peuvent avoir eu leur propre raison de punir, intimider ou récupérer quelque chose, et donc le faire avec une attaque sous fausse manière, en utilisant une ukrainienne.
Et la quatrième, c'est la pige politico-oligarchique. Donc ça veut dire que on a des rumeurs autour d'une conférence sur la corruption avec un probable soutien à Zaloujny qui pourrait se confirmer. Et si ça se confirme, l'affaire prend une autre dimension, celui d'un homme placé au mauvais endroit dans une guerre de clans au sommet. Et à mon avis, la piste la plus crédible là-dedans, c'est pas une des quatre. Pour moi, c'est un scénario hybride. Comme avec John Kennedy, quoi. Plusieurs scénarios en même temps. En même temps, le crime organisé, avec l'idée d'argent gris, de sanctions, de guerre et de politique en arrière-plan. Parce que dans ce monde-là, les choses sont jamais propres. Parce que le criminel, il peut travailler pour un clan politique. Le politique, il peut lui-même utiliser des criminels. L'oligarque, il peut financer les deux. Et l'État peut faire semblant de découvrir le problème quand ça explose. Et donc, encore une fois, cette attaque, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Que c'est pas seulement un homme blessé dans une explosion à Monaco, c'est un symbole. Un symbole d'un monde où les oligarques changent de passeport plus facilement qu'un citoyen ordinaire ne change de banque. Un symbole d'une Ukraine où la guerre contre la Russie n'a pas effacé les vieux réseaux post-soviétiques. Symbole d'une Europe qui demande au peuple de payer au nom de la démocratie pendant que les grandes fortunes circulent entre Monaco, Chypre, Dubaï, Londres et les paradis juridiques. C'est un symbole aussi d'un pouvoir moderne qui n'est pas toujours là où on croit. Pas forcément au Parlement ni dans les banques, mais plutôt dans les services, les clans, les flux d'argent. Bon, voilà. Donc, quelque chose d'assez, mine de rien, assez violent. Donc, l'affaire Ermolaev, c'est pas qu'un règlement de compte, mais dans le monde des oligarques, un règlement de compte n'est jamais seulement un règlement de compte. C'est souvent le moment où le décor se déchire et où on voit enfin ce qu'il y avait derrière. Et donc peut-être que ces actions ou cette action envers lui est peut-être très fortement liée à la corruption en Ukraine, peut-être aussi tout simplement que ça, et qui commence à faire le ménage en fonction justement de l'armée russe qui avance, parce qu'on nous dit qu'elle n'avance pas, mais sur certaines cartes on voit qu'ils avancent. Donc est-ce que, justement, plus les Russes vont avancer, est-ce que plus du ménage va être fait ? Peut-être que ce cas Ermolaev fait partie de tout ça, comme ce peintre caricaturiste assassiné en Pologne. Peut-être également faisait-il partie lui aussi de cette liste de gens à éliminer pour éviter de trop parler. Je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura davantage plu. Évidemment, j'ai essayé de parler de ce que je savais de ce cas Ermolaev. Je vous l'avais promis, chose promise, chose due. Je continuerai évidemment à revenir sur cette affaire dès lors que d'autres dossiers vont revenir. Mais en tout cas, je trouvais que dans les médias, on parlait pas trop de tout ça. Et je me suis dit, encore une fois, dans cette idée de... média indépendant, entre guillemets, même si je me considère pas comme média, mais du moins en tant qu'indépendant et puis d'une certaine manière dissident, membre de la dissidence, je me suis dit que faire une vidéo dans laquelle on peut même discuter au-delà, après en commentaire de la situation sur ce sujet, peut surtout permettre de voir d'autres choses avec une forme de lucidité. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bonne soirée.